Les collines de Provence s'étendaient sous le soleil de juin 1943, leurs versants couverts de lavandes et d'oliviers centenaires, contrastant cruellement avec la tension qui pesait sur la région occupée. Dans l'air chaud et parfumé de thym sauvage, le commandant Henri Moreau observait la route serpentine qui menait à Saint-Paul-de-Vence depuis son poste d'observation dissimulé entre les pins maritimes. Ses jumelles militaires balayaient méthodiquement le paysage provençal, scrutant chaque mouvement suspect qui pourrait trahir une patrouille allemande. À 42 ans, cet ancien instituteur aux tempes grisonnantes avait appris à lire le terrain comme il lisait autrefois les visages de ses élèves, déchiffrant les signes avant-coureurs du danger avec une précision qui avait sauvé son groupe de résistants à maintes reprises. « Commandant, rien à signaler sur le secteur ouest », murmura Marcel Dupont, son lieutenant de confiance, en s'approchant silencieusement à travers les buissons de genêts. L'homme, un ancien mécanicien aux mains calleuses et au regard perçant, portait encore les traces de cambouis sous ses ongles malgré des mois passés dans le maquis. Henri hocha la tête sans quitter ses jumelles, ses yeux verts concentrés sur un point particulier de la route où la poussière semblait danser différemment. Quelque chose bougeait là-bas, une silhouette solitaire qui avançait péniblement sous le soleil implacable de midi. « Attends, Marcel », souffla Henri en ajustant la molette de mise au point. « Il y a quelqu'un sur la route principale. Une femme, elle semble, en détresse. » À travers les lentilles, il distinguait maintenant clairement une jeune femme aux cheveux châtains emmêlés, vêtue d'une robe de coton déchirée et souillée de poussière. Elle titubait légèrement, s'arrêtant par moments pour porter une main tremblante à son front, visiblement épuisée par la chaleur écrasante et probablement la faim. Son allure dépenaillée et sa démarche hésitante trahissaient plusieurs jours d'errance sous le soleil provençal. Marcel fronça les sourcils, ses traits burinés par des mois de vie clandestine se durcissant d'inquiétude. « Commandant, vous savez ce que disent les gens du village à propos des femmes qui errent seules sur ces routes? Ça pourrait être un piège allemand, ou pire encore, une de ces malheureuses que les villageois appellent maudites. » Henri baissa ses jumelles et observa son lieutenant avec cette expression patiente mais ferme qu'il adoptait lorsqu'il s'apprêtait à prendre une décision qui ne plairait pas à tout le monde. Dans ses yeux verts brillait cette humanité obstinée qu'il avait toujours distinguée des autres chefs militaires, cette incapacité fondamentale à abandonner un être humain en détresse, quelles que soient les circonstances. Les superstitions n'ont jamais tué personne, Marcel. L'indifférence, si. Henri rangea ses jumelles dans leur étui de cuir usé et vérifia machinalement le chargeur de son pistolet Luger, pris à un officier allemand lors d'une embuscade. « Cette femme a besoin d'aide, et nous ne sommes pas des barbares. Nous descendons la voir. » Marcel secoua la tête avec résignation, connaissant suffisamment son commandant pour savoir que toute discussion serait inutile. Cet entêtement à secourir les âmes perdues avait déjà causé des complications au groupe, mais paradoxalement, c'était aussi ce qui inspirait une loyauté absolue à ces hommes. Ils descendirent la colline en silence, utilisant les sentiers de chèvres et les murets de pierres sèches comme couverture, leurs pas étouffés par les herbes folles et les aiguilles de pin. L'odeur entêtante de la garrigue se mêlait à celle, plus âcre, de la peur et de la sueur qui imprégnaient leurs vêtements civils, soigneusement choisis pour passer inaperçus. Henri observait la jeune femme se rapprocher, notant maintenant les détails que les jumelles n'avaient pas révélés. Ses pieds nus et ensanglantés, ses lèvres gercées par la soif, et surtout ce regard vide, absent, de quelqu'un qui a renoncé à tout espoir. Lorsqu'ils atteignirent le bas de la colline, la femme n'était plus qu'à une 50aine de mètres. Henri fit signe à Marcel de rester en retrait, laissant son alerte pour détecter toute présence hostile, puis s'avança seul vers la route. Ses bottes militaires crissaient sur le gravier chauffé par le soleil, et il sentait la sueur perler sur son front sous son béret de laine. À mesure qu'il s'approchait, il pouvait entendre la respiration saccadée de la jeune femme, voir la façon dont elle serrait contre elle les lambeaux de sa robe comme pour préserver une dignité depuis longtemps ébranlée. « Mademoiselle », appela-t-il doucement lorsqu'elle ne fut plus qu'à quelques pas, sa voix grave teintée de l'accent provençal qu'il n'avait jamais perdu malgré ses années d'enseignement. « Mademoiselle, vous avez besoin d'aide ?» La jeune femme sursauta violemment et recula d'un pas, ses yeux bruns écarquillés de terreur. Henri leva lentement les mains en signe de paix, remarquant la beauté fanée de ce visage marqué par l'épreuve, les pommettes saillantes qui trahissaient des jours sans nourriture, et surtout cette expression de résignation douloureuse qui lui serra le cœur. « Non, non, éloignez-vous !» balbutia-t-elle d'une voix éraillée par la soif, reculant encore davantage sur la route poussiéreuse. « Je suis maudite, monsieur. Tous ceux qui m'aident, il leur arrive malheur. Je ne veux pas,
Je ne veux plus faire de mal à personne. » Ces mots se brisaient sur ses lèvres craquelées, et Henri vit des larmes silencieuses tracer des sillons clairs sur ses joues souillées de poussière. Cette détresse absolue, cette conviction profonde d'être porteuse de malheur, touchèrent en quelque chose au plus profond de lui, réveillant l'instinct protecteur qui l'avait toujours guidé dans ses choix les plus difficiles. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il avec la même douceur qu'il employait autrefois pour rassurer un enfant effrayé dans sa classe de l'école communale. Henri fit un pas de plus vers elle, ignorant ses protestations, ses mains toujours levées pour montrer ses intentions pacifiques. « Moi, c'est Henri Moreau, et je ne crois pas aux malédictions, mademoiselle. Je crois aux êtres humains qui ont besoin d'aide. » La jeune femme le regarda avec une expression mélange de surprise et de méfiance, comme si la simple idée qu'on puisse ne pas la craindre était devenue inconcevable après tant de rejets et d'accusations. « Céleste, » murmura-t-elle finalement, sa voix à peine audible dans le silence de midi. « Céleste Dubois. Mais vraiment, monsieur, vous devriez partir. Ma famille elle-même m'a chassé. Le prêtre du village a dit que... » Elle s'interrompit, secouant la tête avec amertume. Henri sentit la colère monter en lui à l'idée qu'une jeune femme en détresse ait pu être abandonnée par ceux-là même, qui auraient dû la protéger, mais il garda un visage impassible, sachant qu'une réaction trop vive ne ferait que l'effrayer davantage. « Le prêtre s'est trompé, Céleste. Et votre famille aussi. » Henri baissa lentement les mains et sortit sa gourde militaire de son ceinturon. « Vous avez soif, vous avez faim, vous êtes épuisé. Ce ne sont pas les signes d'une malédiction mais d'une injustice. Et moi, Céleste Dubois, je ne laisse jamais une injustice sans réponse. » Il dévissa le bouchon de métal, étendit la gourde vers elle, l'eau fraîche clapotant doucement à l'intérieur. Céleste regarda l'objet comme s'il s'agissait d'un miracle, ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement de surprise et d'envie. Après un long moment d'hésitation, elle tendit une main tremblante vers la gourde, et Henri y déposa l'objet métallique encore tiède du contact de son corps. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, et il sentit la fragilité de cette main aux ongles cassés, la finesse de cette peau brûlée par le soleil. Céleste porta la gourde à ses lèvres, et but avec avidité, l'eau coulant sur son menton et tachant davantage sa robe déjà souillée. Henri détourna pudiquement le regard, laissant à cette femme brisée la dignité de étancher sa soif sans être observée, tout en restant attentif aux alentours pour détecter tout danger potentiel. Lorsque Céleste rendit finalement la gourde vide à Henri, ses joues avaient retrouvé quelques couleurs et sa respiration s'était apaisée, mais son regard demeurait hanté par une peur profonde qui allait bien au-delà de la simple survie. Henri accrocha la gourde à son ceinturon et observa attentivement cette jeune femme dont la beauté naturelle perçait malgré les épreuves, remarquant la façon dont elle tenait ses épaules droites malgré l'épuisement, signe d'une fierté inébranlable que les circonstances n'avaient pas réussi à briser complètement. « Merci », murmura-t-elle, sa voix encore rauque mais plus assurée maintenant qu'elle avait pu s'hydrater. « Vous êtes le premier depuis des semaines à ne pas vous signer en me voyant ou à cracher par terre pour conjurer le mauvais sort. » Marcel, qui observait la scène depuis sa position dissimulée derrière un muret de pierres sèches envahi de lierre, sentait croître son inquiétude à mesure que les minutes s'écoulaient. Son instinct de soldat aguerri lui soufflait que cette rencontre fortuite sur une route exposée n'était pas prudente, mais il connaissait suffisamment Henri pour savoir que l'homme ne partirait pas sans avoir offert une solution durable à cette malheureuse. Le vent chaud de l'après-midi faisait bruisser les feuilles des platanes centenaires qui bordèrent la route, et au loin, le clocher de Saint-Paul-de-Vence se découpait contre le ciel azur, rappel constant de la proximité du village et donc du danger potentiel. « Céleste », reprit Henri en ajustant son béret pour protéger ses yeux du soleil implacable qui déclinait lentement vers l'horizon occidental, « racontez-moi ce qui vous est arrivé. Comment une jeune femme comme vous se retrouve-t-elle seule sur les routes, rejetée par sa propre famille ?» Il parlait avec cette patience infinie qu'il avait développée pendant ses années d'enseignement, cette capacité à créer un espace de confiance même dans les circonstances les plus difficiles. Céleste baissa les yeux vers ses pieds nus et ensanglantés, ses orteils crispés sur la terre chaude et poussiéreuse de la route. « Tout a commencé il y a 3 mois, commença-t-elle d'une voix hésitante, ses mains tremblant légèrement malgré la chaleur. J'habitais chez ma tante Marguerite à Valbonne, après la mort de mes parents dans un bombardement. Elle était bonne avec moi, me laissait l'aider dans sa boulangerie, et j'avais même un fiancé, Paul Mercier, le fils du forgeron. » Ses yeux se remplirent de larmes au souvenir de cette époque bénie qui semblait maintenant appartenir à une autre vie. Henri sentit son cœur se serrer devant tant de souffrances contenues, reconnaissant dans cette détresse les mêmes blessures
qu'il portait lui-même depuis la perte de ses proches. Un matin, continua Céleste en essuyant ses joues du revers de sa main sale, tante Marguerite est tombée dans l'escalier de la cave. Une chute stupide, elle l'a fait 1000 fois avant, mais cette fois, elle s'est brisé la nuque. Les gens ont dit que c'était parce que je vivais sous son toit, que je portais malheur. Sa voix se brisa sur ces derniers mots, et Henri dut résister à l'envie de la prendre dans ses bras pour la réconforter, conscient qu'un geste trop familier pourrait la faire fuir. Marcel, depuis son poste d'observation, surveillait nerveusement les alentours, tout en tendant l'oreille pour saisir les bribes de cette conversation qui révélait l'ampleur du drame vécu par cette jeune femme. Ensuite, poursuivit Céleste avec amertume, Paul est tombé malade d'une fièvre inexplicable juste après avoir annoncé publiquement qu'il m'épouserait malgré les rumeurs. Il a déliré pendant des jours, appelant d'autres noms que le mien. Sa mère m'a interdite de l'approcher, disant que j'étais en train de le tuer avec mes sortilèges. Elle leva les yeux vers Henri, et il y lut une douleur si profonde qu'elle dépassait largement la simple peine d'amour. Puis le fils des Roubaud qui m'avait défendu devant les commérages s'est noyé dans le puits de ses parents. Un garçon qui nageait comme un poisson depuis l'enfance. Henri sentit la colère monter en lui devant tant d'injustice et de superstitions aveugles. Il avait vu durant ses années d'instituteur comment la peur et l'ignorance pouvaient transformer des communautés entières en meutes destructrices, s'acharnant sur les plus vulnérables pour exorciser leurs propres angoisses. Ces tragédies n'ont rien à voir avec vous, Céleste. Ce sont les hasards cruels de la vie, aggravés par la guerre et l'occupation qui rendent tout le monde nerveux et prompt aux explications irrationnelles. Sa voix portait une conviction profonde, celle d'un homme qui avait consacré sa vie à combattre l'obscurantisme sous toutes ses formes. Le curé lui-même a fini par me dire que je devais partir, continua Céleste, ses poings serrés maintenant, la colère perçant à travers sa résignation. Il a prétendu que Dieu lui avait envoyé un signe, que ma présence au village attirait la malédiction divine. Ma propre famille, mes cousins de grâce, ont refusé de me recevoir quand j'ai voulu m'y réfugier. Ils ont eu peur que leurs enfants tombent malades ou que leur commerce périclite. Elle rit amèrement, un son qui n'avait rien de joyeux dans l'air chaud de cette fin d'après-midi provençale. 3 semaines que j'erre sur les routes, dormant dans les ruines, me nourrissant de ce que je trouve. Henri observa cette jeune femme brisée par l'ignorance et les superstitions de son époque et sentit naître en lui cette détermination farouche qui l'animait chaque fois qu'il fallait protéger un innocent. Il avait vu tant d'injustices depuis le début de l'occupation, tant de vies détruites par la bêtise humaine, qu'il s'était juré de ne jamais laisser passer une occasion de rétablir un peu d'équité dans ce monde devenu fou. « Céleste, écoutez-moi bien, dit-il en plantant son regard vert dans le sien. Ces gens ont tort, complètement tort, et je vais vous le prouver. » Marcel, qui avait fini par s'impatienter, émergea de sa cachette et s'approcha prudemment du duo, ses yeux scrutant constamment les environs à la recherche de mouvements suspects. « Commandant, murmura-t-il en arrivant à leur hauteur, nous ne pouvons pas rester ici plus longtemps. Les patrouilles allemandes passent régulièrement sur cette route, et si on nous voit, il laissa sa phrase en suspens, mais le message était clair. Henri hocha la tête, conscient du risque, mais déjà résolu à ne pas abandonner Céleste à son sort. « Marcel, je vous présente Céleste Dubois. Céleste, voici Marcel Dupont, mon bras droit. » Henri se tourna vers la jeune femme avec un sourire rassurant. « Nous avons un refuge sûr dans la montagne. Vous y serez nourris, soignés, et surtout, vous y serez en sécurité le temps de décider de votre avenir. » Céleste écarquilla les yeux, incrédule devant cette proposition inattendue, qui venait bouleverser ses certitudes sur la nature humaine et sa propre malédiction supposée. « Mais vous ne comprenez pas, » balbutia-t-elle en secouant la tête vigoureusement. « Tous ceux qui m'aident finissent à part. » Henri l'interrompit d'un geste ferme de la main, son expression devenant plus grave et déterminée. « Tous ceux qui vous ont aidé étaient des gens ordinaires, Céleste. Nous sommes des résistants. Nous avons l'habitude du danger, nous savons nous protéger et surtout, nous ne croyons qu'aux faits, pas aux superstitions. » Marcel poussa un soupir résigné, sachant qu'il était inutile de s'opposer à la décision de son commandant une fois qu'elle était prise. L'ombre des collines commençait à s'allonger sur la route, et la lumière dorée du soleil couchant baignait le paysage provençal d'une beauté presque irréelle, qui contrastait avec la gravité de la situation. Henri tendit la main vers Céleste, un geste simple mais lourd de signification dans ce contexte d'abandon et de rejet généralisé. « Faites-moi confiance, Céleste. Donnez-vous une chance. Donnez-nous une chance de vous prouver que vous n'êtes pas maudite, mais simplement une victime de l'ignorance et de la peur. » Ces mots portèrent la force de conviction d'un homme habitué à rallier les cœurs à sa cause. Et Céleste,
sentit quelque chose se fissurer dans le mur de résignation qu'elle avait construit autour de son cœur brisé. Céleste regarda la main tendue d'Henri pendant de longues secondes, qui semblèrent suspendues dans l'air doré de cette fin d'après-midi provençale, son cœur battant si fort qu'elle était certaine que les deux hommes pouvaient l'entendre. Jamais depuis des semaines elle n'avait ressenti cette chaleur particulière de l'espoir renaissant, cette sensation oubliée qu'il existait encore des êtres humains, capables de compassion désintéressée dans un monde devenu si cruel et impitoyable. Finalement, avec une hésitation touchante, elle posa sa main tremblante dans celle d'Henri, sentant la force rassurante de ses doigts calleux se refermer doucement sur les siens. « D'accord », murmura-t-elle, sa voix à peine audible, mais chargée d'une émotion profonde. « Mais si quelque chose vous arrive à cause de moi, rien ne nous arrivera », l'interrompit Henri avec une assurance tranquille, qui semblait défier le destin lui-même. Il serra légèrement sa main avant de la relâcher, puis se tourna vers Marcel qui observait l'échange avec un mélange de résignation et d'inquiétude professionnelle. « Marcel, nous prenons le sentier de la vieille bergerie. C'est le plus sûr à cette heure, et les Allemands ne connaissent pas encore tous nos passages dans la montagne. » Le lieutenant hocha la tête et vérifia machinalement le chargeur de son fusil de chasse, camouflé sous sa veste de toile, ses yeux expérimentés scrutant déjà les collines environnantes pour planifier leur itinéraire de retraite. Le trio quitta la route exposée pour s'enfoncer dans les sentiers escarpés qui serpentaient entre les pins parasols et les chênes lièges, leurs pas étouffés par le tapis d'aiguilles sèches et de feuilles mortes qui craquaient doucement sous leurs pieds. Céleste, malgré ses pieds nus et meurtris, suivait courageusement le rythme imposé par Henri, qui avait instinctivement ralenti son allure habituelle pour s'adapter à l'état de faiblesse de la jeune femme. L'air embaumait le romarin et la sarriette sauvage, ces parfums méditerranéens qui rappelaient à Henri ses promenades d'enfance dans ces mêmes collines, bien avant que la guerre ne vienne souiller cette terre de beauté et de tradition millénaire. Après une heure de marche silencieuse ponctuée seulement par le chant des cigales et le bruissement du vent dans les branches, ils atteignirent une clairière dissimulée, où se dressait une ancienne bergerie en pierre sèche, ses murs épais couverts de lierre et de clématites sauvages, qui la rendaient presque invisible aux yeux non avertis. « Nous faisons une pause ici », décida Henri en observant Céleste qui respirait difficilement, ses joues empourprées par l'effort et la chaleur déclinante. « Il nous reste encore 2 heures de marche pour atteindre notre base, et vous avez besoin de reprendre des forces. » Marcel disparut aussitôt dans les buissons environnants pour établir un périmètre de sécurité, ses gestes précis et silencieux, trahissant des mois d'entraînement clandestin. Henri guida Céleste vers un muret de pierre tiède, où elle put s'asseoir à l'ombre d'un olivier centenaire, dont les branches noueuses racontaient l'histoire de siècles de Mistral et de soleil méditerranéen. Il sortit de son sac à dos une gamelle militaire bosselée, contenant un morceau de pain noir et quelques tranches de saucisson, maigre provision qu'il partagea généreusement avec la jeune femme affamée. « Mangez lentement », conseilla-t-il en s'installant à côté d'elle, respectant une distance pudique tout en restant assez proche pour la rassurer par sa présence protectrice. « Votre estomac n'est plus habitué à la nourriture solide après tant de privations. » Céleste mordit dans le pain avec précaution, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin royal, ses yeux se fermant de plaisir devant ces saveurs simples qu'elle avait presque oubliées. « Monsieur Henri ?» dit-elle après avoir avalé quelques bouchées. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ? Vous ne me connaissez pas et vos hommes ont raison de dire que c'est dangereux de m'aider. Même si je ne suis pas vraiment maudite, je vous apporte quand même des complications. » Henri contempla le paysage qui s'étendait devant eux, les collines ondulant à perte de vue sous le ciel qui commençait à prendre les teintes orangées du couchant, et réfléchit à sa réponse, avec cette gravité particulière qu'il adoptait pour les questions importantes. « Vous savez, Céleste, » commença-t-il en ôtant son béret pour laisser la brise caresser ses cheveux grisonnants. « Avant la guerre, j'étais instituteur dans un petit village près d'Aix-en-Provence. J'avais une femme que j'adorais, Marguerite, et nous rêvions d'avoir des enfants, de construire une famille heureuse dans cette belle région. » Sa voix se teinta d'une mélancolie profonde, et Céleste sentit qu'il lui confiait quelque chose de très personnel, un morceau de son âme qu'il ne partageait pas souvent. Quand l'occupation a commencé, Marguerite a rejoint un réseau de résistance qui aidait les familles juives à fuir vers l'Espagne. Elle disait qu'on ne pouvait pas rester les bras croisés face à l'injustice. Un jour, continua Henri, ses mains se crispant légèrement sur ses genoux, elle n'est pas rentrée de mission. J'ai appris plus tard qu'elle avait été dénoncée par quelqu'un du village, quelqu'un qui avait peur et qui pensait se protéger en livrant les autres. Elle est morte en déportation, et moi,
Moi, je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Céleste posa instinctivement sa main sur le bras d'Henri, sentant la douleur qui irradiait de cet homme fort malgré sa façade impassible. Depuis ce jour, chaque fois que je vois quelqu'un en détresse, quelqu'un rejeté par la lâcheté ou l'ignorance des autres, je pense à Marguerite et à ce qu'elle aurait fait. Elle vous aurait aidé sans hésiter, Céleste. C'est ma façon de continuer à l'honorer. Marcel réapparut silencieusement à la lisière de la clairière, son expression tendue trahissant une urgence contenue. « Commandant » chuchota-t-il en s'approchant rapidement. « J'ai entendu des moteurs au loin. Côté est, ça ressemble à une patrouille allemande qui remonte la vallée. Il faut qu'on bouge maintenant si on ne veut pas être coincés ici. » Henri se leva immédiatement, son instinct de combattant reprenant le dessus sur ses émotions personnelles, et aida Céleste à se remettre debout malgré sa fatigue évidente. « Courage, ma belle » murmura-t-il en reprenant naturellement son rôle de protecteur. « Encore un effort et vous serez en sécurité. » Il glissa son bras sous celui de Céleste pour la soutenir, sentant la fragilité de ce corps épuisé qui puisait néanmoins dans ses dernières réserves de force pour continuer à avancer. Le contact de leur corps, innocent mais nécessaire, éveilla en lui des sensations qu'il n'avait plus ressenties depuis la mort de Marguerite, une tendresse protectrice mêlée à une attraction qu'il refusait encore d'analyser. Ils reprirent leur ascension dans les sentiers de plus en plus escarpés, Marcel ouvrant la marche avec son fusil prêt, Henri soutenant Céleste qui serrait les dents pour ne pas ralentir le groupe malgré la douleur de ses pieds ensanglantés. Le soleil déclinait rapidement derrière les crêtes, et bientôt les premières étoiles apparurent dans le ciel qui prenait cette couleur violet profond, si caractéristique des soirées provençales. Dans le lointain, ils entendaient effectivement le ronronnement sourd des moteurs allemands qui quadrillaient méthodiquement la région, rappel constant que leur liberté ne tenait qu'à un fil. « Regardez !» souffla Henri en désignant du doigt une série de lumières tamisées qui scintillaient entre les arbres sur la crête suivante. « Nous y sommes presque. C'est notre sanctuaire, Céleste. Là-haut, vous pourrez enfin vous reposer sans crainte. » Céleste leva les yeux vers ces lumières qui lui semblaient aussi inaccessibles que les étoiles, mais elle puisa dans les paroles encourageantes d'Henri la force de continuer à mettre un pied devant l'autre. Sans qu'elle s'en rende vraiment compte, quelque chose avait changé en elle depuis leur rencontre. Pour la première fois depuis des semaines, elle osait de nouveau espérer qu'un avenir meilleur était possible. La dernière partie de l'ascension se déroula dans un silence tendu, chacun concentré sur l'effort physique et l'écoute des bruits environnants qui pourraient trahir une présence ennemie. Henri sentait la main de Céleste se crisper sur son bras à chaque faux pas, et il admirait secrètement le courage de cette jeune femme qui refusait de se plaindre, malgré sa souffrance évidente. Quand ils atteignirent enfin le plateau où se dissimulait le camp de base des résistants, camouflé dans les ruines d'un ancien monastère médiéval, Henri éprouva un soulagement profond, mêlé à une fierté particulière. Il avait réussi à sauver Céleste, et peut-être sans le savoir encore s'était-il sauvé lui-même. Le camp de résistance se révéla être un refuge remarquablement organisé, niché dans les ruines restaurées d'un ancien monastère cistercien du XIIe siècle, dont les murs épais de pierre blonde avaient résisté au siècle et offraient maintenant protection aux combattants de la liberté. Une dizaine d'hommes et de femmes s'activaient, silencieusement autour de feux soigneusement dissimulés, leurs visages tannés par la vie au grand air et durcis par les épreuves de la résistance clandestine. L'arrivée d'Henri accompagnée d'une inconnue suscita des regards curieux et quelques murmures inquiets, mais l'autorité naturelle du commandant suffit à apaiser les questionnements sans même qu'il ait besoin de s'expliquer immédiatement. « Simone » appela Henri en se dirigeant vers une femme robuste d'une cinquantaine d'années qui préparait le repas du soir dans une marmite noircie par des mois d'usage. « Pourriez-vous vous occuper de mademoiselle Dubois ? Elle a besoin de soins, de nourriture et de vêtements propres. » Simone Bertrand, ancienne infirmière reconvertie en cuisinière du maquis, leva les yeux de son travail et observa Céleste avec cette compassion professionnelle qu'elle avait développée pendant sa carrière hospitalière. Son regard expérimenté évalua immédiatement l'état de fatigue extrême et de malnutrition de la jeune femme, ainsi que les blessures aux pieds qui nécessitaient des soins urgents. « Bien sûr, commandant. Venez, ma petite » dit Simone en s'essuyant les mains sur son tablier de toile avant de prendre Céleste par le bras avec une douceur maternelle. « Nous allons vous remettre sur pied. Il y a une source d'eau claire derrière les ruines, et j'ai justement préparé une soupe qui vous fera le plus grand bien. » Céleste se laissa guider vers l'arrière du monastère, jetant un regard reconnaissant vers Henri, qui la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière un pan de mur effondré recouvert de lierre
et de roses sauvages qui embaumaient l'air nocturne de leurs parfums entêtants. Marcel s'approcha d'Henri une fois qu'ils furent seuls, son expression soucieuse révélant les préoccupations tactiques qui l'obsédaient depuis leur rencontre avec la jeune femme. « Commandant, je respecte votre décision, mais les hommes vont poser des questions. Ils ont entendu parler des rumeurs qui courent dans la vallée concernant cette fille. Et franchement, notre prochaine mission est trop importante pour prendre des risques inutiles. » Henri retira son béret et passa une main fatiguée dans ses cheveux grisonnants, conscient des responsabilités qui pesaient sur ses épaules et de l'équilibre délicat qu'il devait maintenir entre sa conscience personnelle et la sécurité de son groupe. « Marcel, dans 3 jours, nous devons intercepter ce convoi d'enfants juifs que les Allemands transfèrent vers le camp de Drancy, répondit Henri en fixant son lieutenant droit dans les yeux. Cette mission représente des vies innocentes, et je n'ai pas l'intention de l'annuler pour des superstitions de bonne femme. Céleste restera ici pendant l'opération, sous la garde de Simone et des blessés. Elle ne nous posera aucun problème. Marcel hocha la tête, rassuré par la fermeté de son commandant, mais Henri perçut dans son regard persistant une inquiétude plus profonde qu'il ne voulait pas encore analyser. Pendant que les hommes préparaient l'équipement pour la mission du surlendemain, Henri ne pouvait s'empêcher de penser à Céleste et à l'étrange bouleversement qu'elle avait provoqué en lui dès leur première rencontre. Il se dirigea vers la chapelle en ruine, où il avait l'habitude de se recueillir avant les opérations dangereuses, cherchant dans le silence et la beauté austère de ces pierres séculaires la paix intérieure qui lui était devenue si difficile à trouver depuis la mort de Marguerite. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel pur des Alpes-Maritimes, et la brise nocturne apportait les senteurs mélangées de thym, de lavande et de résine de pin, qui caractérisaient si bien cette terre provençale qu'il aimait passionnément. « Monsieur Henri ?» La voix douce de Céleste le tira de ses méditations. Il se retourna et eut le souffle coupé par la transformation qu'avait opérée Simone. Lavée, soignée, vêtue d'une simple robe de coton bleu que l'infirmière avait trouvée dans les réserves de vêtements civils, Céleste avait retrouvé toute sa beauté naturelle. Ses cheveux châtains propres et brossés encadraient un visage aux traits fins où brillaient des yeux bruns pleins de reconnaissance et d'une émotion plus complexe qu'Henri n'osait pas encore identifier. « Je voulais vous remercier, » continua-t-elle en s'approchant timidement. « Madame Simone m'a dit que vous risquez votre vie chaque jour pour sauver des innocents. Je me sens privilégié d'être l'une d'elles. » Henri sentit son cœur s'accélérer devant cette vision de grâce et de pureté qui contrastait si violemment avec la brutalité du monde qui les entourait. « C'est moi qui vous remercie, Céleste, » répondit-il avec une sincérité qui le surprit lui-même. « Votre présence ici nous rappelle pourquoi nous nous battons. Pourquoi il est important de préserver la beauté et l'innocence dans un monde qui semble les avoir oubliés. » Ils restèrent silencieux quelques instants, conscients tous deux de l'intensité du moment et de quelque chose d'indéfinissable qui naissait entre eux malgré les circonstances dramatiques de leur rencontre. « J'ai entendu parler de votre mission, » dit finalement Céleste, ses mains se tordant nerveusement. « Ces enfants que vous allez sauver, ils ont de la chance de vous avoir. » Elle marqua une pause puis ajouta avec une voix tremblante d'émotion. Mais j'ai peur pour vous. Et si quelque chose vous arrivait à cause de ma présence ici, je ne pourrais jamais me le pardonner. » Henri s'approcha d'elle et, dans un geste d'une tendresse infinie, prit ses mains dans les siennes, sentant leur douceur retrouvée et leur chaleur rassurante. « Céleste, écoutez-moi bien, » dit-il avec une gravité émue. « Depuis que Marguerite est morte, j'ai vécu comme un fantôme, accomplissant mon devoir mais sans vraiment ressentir la vie qui coulait en moi. Aujourd'hui, pour la première fois depuis des mois, je me sens de nouveau vivant. Vous n'êtes pas ma malédiction, Céleste. Vous êtes mon salut. » Ces mots, prononcés avec une conviction profonde, résonnèrent dans l'air nocturne comme une déclaration d'amour et de renaissance, et Céleste sentit les derniers fragments de ses certitudes négatives s'effriter devant tant de sincérité. Le lendemain matin, Henri partit avec ses hommes pour la mission de sauvetage, emportant avec lui l'image de Céleste qui lui avait souhaité bonne chance, avec des larmes dans les yeux et un baiser chaste sur la joue qui avait bouleversé toutes ses certitudes sur sa capacité à aimer de nouveau. L'opération se déroula parfaitement. Ils interceptèrent le convoi allemand dans un défilé rocheux, libérèrent 16 enfants juifs âgés de 6 à 14 ans et les conduisirent vers la frontière espagnole sans perdre un seul homme. Mais plus encore que ce succès tactique, Henri réalisa pendant les longues heures de marche nocturne que Céleste avait redonné un sens à sa lutte. Une raison personnelle de continuer à croire en l'avenir. Quand il revint au camp 3 jours plus tard, épuisé mais triomphant,
Henri trouva Céleste qui l'attendait à l'entrée des ruines, rayonnante de soulagement et de joie. Elle avait passé ses journées d'angoisse à aider Simone auprès des blessés, révélant des talents d'infirmière naturelle et une compassion qui avait conquis tous les résistants. « Vous êtes revenu ?» murmura-t-elle, en se jetant dans ses bras avec un abandon total qui surprit et émut profondément tous les témoins de cette scène. « J'ai prié chaque jour, chaque heure pour votre retour sain et sauf, et vos prières ont été exaucées, » répondit Henri en la serrant contre lui, respirant le parfum de ses cheveux et sentant battre son cœur contre le sien. « Les enfants sont saufs, mes hommes sont indemnes, et je suis revenu vers vous. Si c'est cela votre malédiction, alors je la bénis de tout mon cœur. » Céleste leva vers lui un visage baigné de larmes de bonheur, et Henri comprit en plongeant dans ses yeux brillants qu'il avait trouvé en elle non seulement une femme à aimer, mais aussi la force de continuer à espérer en un monde meilleur. Et dans cette chapelle en ruine où Henri venait autrefois chercher la paix solitaire, résonnaient désormais les rires de Céleste et le murmure de leurs projets d'avenir, tandis que les étoiles de Provence veillaient sur deux cœurs qui avaient appris que l'amour véritable naît parfois des cendres du désespoir.